Aujourd'hui, on entame une plongée dans un sujet vraiment universel. C'est un peu troublant, mais complètement inévitable en fait. On va parler de la psychologie de la manipulation. C'est vrai que quand on y réfléchit bien, c'est un phénomène qui structure la quasi-totalité de nos interactions au quotidien. Absolument. Il suffit d'observer un enfant qui simule soudainement un immense coup de fatigue. C'est le truc frôlant presque l'évanouissement théâtral, pile au moment où il faut débarrasser la table. Ah oui, le grand classique. Voilà. Ou alors, on peut penser à ce grand classique du monde professionnel, quand un boss entame la conversation par une avalanche de compliments inattendus. Pour finir par glisser, l'air de rien, un dossier extrêmement lourd sur le bureau. C'est exactement ça. Et à une échelle bien plus vaste, on retrouve cette mécanique chez les politiciens qui orientent habilement la perception d'un discours public. En fait, la manipulation tisse la trame de nos échanges, des plus anodins aux plus stratégiques. Et le cœur de cette exploration s'adresse d'ailleurs à quiconque s'est déjà demandé, même brièvement, si ces décisions lui appartenaient vraiment. Que ce soit au moment de glisser un produit spécifique dans son chariot au supermarché ou lors d'une négociation salariale tendue. Ou même dans la gestion des petits conflits domestiques, oui. L'interrogation fondamentale porte vraiment sur l'intégrité de notre libre arbitre face à un flot continu d'influence. Exactement. Et ça pose une problématique assez frontale parce que l'être humain se considère naturellement comme le maître absolu de ses choix. Pourtant, en étudiant les travaux des experts sur le sujet, il y a une métaphore qui revient souvent, celle d'un esprit cambriolé, mais cambriolé en douceur. Les décisions, les envies, les actes semblent parfois dictés de l'extérieur, sans qu'aucune alarme interne ne se déclenche. L'objectif de notre analyse aujourd'hui consiste à dépasser les clichés habituels. On imagine souvent la manipulation sous les traits du lavage de cerveau ou du contrôle mental stéréotypé de la science-fiction. Le fameux rayon laser dans la tête. C'est ça. Alors que la réalité étudiée par la psychologie sociale et comportementale est bien plus subtile et paradoxalement bien plus omniprésente. Nous allons décortiquer comment ces mécanismes opèrent très concrètement. Et une dimension particulièrement inattendue de ces recherches révèle que cette même ingénierie psychologique peut parfaitement être mobilisée de manière positive et bienveillante. Tout à fait. Mais avant d'entrer dans la mécanique pure de ces techniques, l'évolution du mot lui-même mérite qu'on s'y arrête. Tu ne trouves pas? Ah si, complètement. Je suis toujours fascinée par l'étymologie. Et c'est vrai que le terme traîne une réputation épouvantable. Il évoque immédiatement des complots ou des individus malveillants tirant les ficelles dans l'ombre. Pourtant, les racines historiques du concept racontent une toute autre histoire. L'étymologie nous ramène de façon très pragmatique à la racine latine manus, la main. Ah, tout simplement. Oui. À l'origine, le terme décrit une action physique de précision, sans aucune dimension morale. On pense au kinésithérapeute qui manipule une articulation pour soulager une tension musculaire. Ou aux chimistes manipulant des substances volatiles en laboratoire. Exactement. Ou encore chez le prestidigitateur dont la dextérité manuelle détourne l'attention. Il y a d'ailleurs un parallèle historique passionnant dans l'Antiquité grecque avec le concept de la métisse. La ruse d'Ulysse. Voilà, cette forme d'intelligence rusée, d'ingéniosité face à l'obstacle, incarnée par Ulysse. Et loin d'être condamnée, cette agilité de l'esprit, cette capacité à contourner la force brute par la ruse, c'était une vertu hautement valorisée. C'est fou comme le sens a changé. Le glissement sémantique entre l'agilité d'Ulysse et la perception moderne d'une effraction mentale, ça en dit long sur nos peurs contemporaines. Oui, mais si on s'éloigne de l'image du marionnettiste maléfique, la définition moderne établie par la psychologie se révèle beaucoup plus chirurgicale. Elle décrit une influence capable de subvertir la délibération rationnelle, mais sans jamais recourir à la coercition. L'absence de menace explicite, c'est vraiment la clé de voûte du système. La distinction est primordiale en effet. L'influence manipulatoire fonctionne précisément parce qu'elle s'exerce dans un espace perçu comme libre. C'est pour ça qu'on ne se méfie pas. L'individu a la conviction intime d'agir selon ses propres désirs ou son propre raisonnement. Son processus de réflexion a simplement été orienté vers une conclusion prédéterminée. Le terrain de jeu de cette influence, c'est l'architecture même de nos décisions. Ce qui m'amène à l'effet de cadrage. Ça illustre parfaitement cette faille dans notre rationalité. Les recherches médicales fournissent un cas d'école très parlant là-dessus. Ah, l'exemple de la chirurgie. Oui, imaginons qu'un praticien annonce à son patient que l'intervention chirurgicale envisagée présente 90% de chances de succès. L'esprit humain s'accroche immédiatement à la perspective de guérison. L'acceptation de l'opération s'en trouve grandement facilitée. Alors qu'à l'inverse,
Si le même praticien formule exactement la même statistique en parlant de 10% d'échecs, le cerveau reptilien s'active tout de suite. La statistique mathématique n'a pas bougé d'un iota, mais l'emballage sémantique modifie radicalement la perception du risque. L'esprit panique face à la notion d'échec. La décision finale dépend donc moins des faits que de la manière dont ils sont encadrés. Et l'industrie publicitaire a bâti des empires entiers sur ce principe d'association irrationnelle. Les psychologues analysent souvent la fameuse campagne du cow-boy Marlboro comme un chef-d'œuvre du genre. C'est vrai que c'est l'exemple parfait. L'enjeu pour les publicitaires consistait à occulter la réalité physiologique du produit pour stimuler les ventes. Ils devaient faire oublier que ça rendait malade. Exactement. Et la stratégie a consisté à greffer sur ce produit une imagerie extrêmement puissante. Les grands espaces, l'indépendance farouche, une vitalité brute et indomptable. À force de répétition, le consommateur n'achète plus un risque. Il fait l'acquisition symbolique d'un fragment de cette identité masculine et libre. L'argumentation logique est totalement court-circuitée par la promesse identitaire. Et cette illusion du libre arbitre que l'industrie publicitaire exploite à l'échelle d'un consommateur, eh bien, certains visionnaires l'ont transposée à l'échelle de sociétés entières. C'est là que ça devient vertigineux. C'est le passage d'astuces commerciales isolées à une véritable ingénierie sociale de masse. Et ça marque un tournant historique décisif au début du XXe siècle. Ces basculements portent d'ailleurs un nom. Édouard Bernays, Le neveu de Sigmund Freud. lui-même. Il a eu l'intuition d'appliquer les théories de son oncle sur l'inconscient à la gestion des masses dans les sociétés démocratiques. Bernays partait d'un postulat simple: dans une société libre, on ne peut plus utiliser la force militaire ou policière pour imposer sa volonté. Il a donc théorisé ce qu'il a froidement appelé la fabrique du consentement. C'est brillant et terrifiant à la fois. L'une de ses campagnes les plus révélatrices s'est déroulée dans les années 20. À l'époque, l'industrie cherchait à briser le tabou social qui empêchait les femmes de fumer en public. Et Bernays n'a absolument pas argumenté sur la qualité du produit. Lors d'une grande parade à New York, il a organisé un événement où de jeunes militantes allumaient ostensiblement des cigarettes face aux journalistes. En les baptisant les torches de la liberté. En liant ainsi un produit de consommation courante à l'un des mouvements d'émancipation les plus profondes de l'époque, il a créé un désir qui semblait venir de l'intérieur. Fumer devenait soudainement un acte de rébellion et d'affirmation de soi. C'est l'essence même de l'influence moderne. On ne contraint pas, on donne l'impression d'agir pour sa propre libération personnelle. La littérature d'anticipation nous a fortement conditionnés à redouter le fameux Big Brother, tu sais, une figure symbolisant un pouvoir coercitif, surveillant et punitif. Pourtant, les sociologues constatent que la contrainte brutale génère systématiquement de la résistance. La réalité de notre architecture sociale ressemble bien davantage à un Little Brother. L'influence se fait douce, invisible, environnementale. C'est tout le principe des nudges. Les fameux coups de pouce. Ces petits coups de pouce qui modifient l'environnement pour guider un comportement. Un exemple classique en urbanisme, c'est la fausse mouche peinte au fond des urinoirs dans certains aéroports. Ça incite sans aucune consigne autoritaire à viser juste et ça réduit drastiquement les frais d'entretien. Dans un autre registre, placer les fruits à hauteur des yeux dans une cafétéria scolaire et cacher les friandises sur les étagères du bas, ça relève de la même logique. On modifie l'architecture du choix tout en laissant la personne intimement persuadée d'avoir composé son plateau repas en toute indépendance. Et cette domination par l'aménagement de l'environnement et la sollicitation douce, ça trouve son apogée dans le monde du travail contemporain. Si on compare l'usine du début du XXe siècle aux open space actuels, le contraste est saisissant. Autrefois, l'organisation du travail contraignait les corps de manière très martiale. Le management moderne, lui, opère une bascule totale en cherchant à capter les émotions. L'entreprise demande aujourd'hui de la passion, un engagement personnel profond, une adhésion inconditionnelle à ses valeurs. Et cette injonction à l'épanouissement professionnel cache une forme de contrainte paradoxale. L'individu est poussé à se réaliser à travers les objectifs de productivité de son employeur. Les chercheurs qui scrutent le comportement organisationnel notent deux réactions principales face à cette pression invisible. Lesquelles ? Une grande partie des travailleurs optent pour une soumission volontaire. Ils s'investissent sans compter jusqu'à la limite de l'épuisement physique et mental, persuadés que leur valeur personnelle se confond avec leur performance. Le fameux burn-out. C'est ça. Et l'autre réaction, qui résonne beaucoup avec les dynamiques récentes de désengagement, prend la forme d'un retrait émotionnel. C'est le concept du bonjour paresse. Ah oui, très intéressant ça.
Pour se protéger de cette capture des émotions, le collaborateur exécute scrupuleusement les tâches de son contrat, mais refuse tout investissement affectif supplémentaire. Il devient un acteur détaché au sein de sa propre vie professionnelle pour préserver son intégrité mentale. La sphère professionnelle est vraiment un formidable laboratoire, mais ces mécaniques d'influence s'insinuent de manière encore plus pernicieuse dans nos échanges verbaux du quotidien. J'adore les astuces pratiques. Comment la parole nous trompe-t-elle? La psychologie sociale a répertorié des schémas de communication extrêmement précis. Ils permettent d'obtenir le consentement d'un interlocuteur en contournant sa méfiance. Le mécanisme du pied dans la porte figure parmi les plus redoutables, justement parce qu'il exploite notre propre désir de cohérence sociale. Alors comment ça matche concrètement? Le fonctionnement du pied dans la porte repose sur une asymétrie délibérée. L'objectif final de l'influenceur est d'obtenir une action très coûteuse en temps, en énergie ou en argent. Mais formuler cette demande d'emblée garantira un refus sac. Bien sûr. La stratégie consiste donc à amorcer l'interaction par une requête mineure, presque insignifiante, que la cible ne peut socialement pas refuser sans paraître désagréable. Une fois ce premier petit accord obtenu, une bascule psychologique s'opère. L'individu s'engage intérieurement dans la dynamique. L'illustration type observée dans les entreprises, ça prend souvent la forme d'un collègue qui sollicite une aide d'apparence anodine. On nous aborde avec le sourire pour vérifier la mise en page d'un document rapide ou pour assurer une simple présence silencieuse lors d'un appel. On accepte naturellement par simple réflexe d'entraide. Et c'est précisément à cet instant que le piège se referme sur nous. La véritable demande, celle qui requiert de passer la soirée entière sur un rapport complexe ou d'animer une présentation matinale à l'autre bout de la ville le lendemain, est formulée dans la foulée. Et là, la première concession a créé un précédent psychologique fort. Revenir sur l'accord initial donnerait l'impression de manquer de fiabilité ou de cohérence. Une dissonance interne que l'esprit humain s'efforce d'éviter à tout prix. Ce besoin de cohérence est un levier puissant, au même titre que notre soumission presque réflexe à l'autorité. Ce qui est remarquable avec le biais d'autorité, c'est sa capacité à s'exporter hors de son domaine de légitimité initiale. C'est très vrai. On utilise l'aura de compétence d'une personne pour valider un discours qui n'a pourtant aucun lien rationnel avec son expertise réelle. Le monde publicitaire exploite cette faille de manière constante. Ah, les célébrités dans les pubs. Voilà, lorsqu'un champion du monde de football prête son image pour vanter l'efficacité d'une gamme de crèmes de soins ou les prix cassés d'une chaîne de hard discount, il n'y a aucune corrélation logique. L'excellence sportive ne garantit ni la formule du cosmétique, ni le modèle économique du magasin. Mais notre cerveau opère un raccourci cognitif très rapide. Il transfère le prestige, la confiance et le succès associés à cette figure d'autorité directement sur le produit présenté. Exactement. Et ces raccourcis cognitifs nous rendent particulièrement vulnérables. Mais il existe une technique de vente qui semble surpasser toutes les autres, en retournant notre profond besoin d'indépendance contre nous-mêmes. Je crois voir de quoi tu parles. Les travaux de Charles Kessler sur la théorie de l'engagement. Ils décrivent des situations troublantes où des individus dotés d'un solide esprit critique se retrouvent engagés dans des achats totalement irrationnels. Comme signer pour une coûteuse véranda sans avoir de jardin, ou acheter un bateau de plaisance en vivant en plein centre-ville. C'est la mécanique qui repose sur un paradoxe frappant. Plus l'interlocuteur insiste sur notre totale liberté d'action, plus le nœud de la manipulation se resserre autour de la prise de décision. C'est la quintessence de la persuasion commerciale. Les experts de la vente savent pertinemment que la pression frontale déclenche un réflexe de défense immédiat. La formule magique, répétée sous diverses formes, ressemble toujours à ceci: vous êtes entièrement libre de vos choix, c'est vous qui prenez la décision finale. Une phrase redoutable. En prononçant ces mots, l'influenceur désarme instantanément la barrière critique de l'acheteur. Le climat se détend brusquement. L'individu se sent respecté dans son autonomie de décision. Or, ce sentiment de liberté engendre une friction psychologique décisive. Puisque personne ne contraint le client, et qu'il poursuit tout de même la démarche, c'est que son désir d'achat doit être profondément authentique. L'esprit humain justifie ainsi a posteriori une décision irrationnelle pour maintenir l'illusion de son propre contrôle. L'aspiration à l'indépendance devient l'outil même de la soumission volontaire. Le fait que notre sentiment de liberté devienne l'arme principale pour nous influencer remet grandement en perspective l'origine même de la manipulation. On a naturellement tendance à chercher les responsables à l'extérieur. Le manager persuasif, le concepteur d'algorithmes, le brillant orateur. Toujours la faute des autres.
Alors que les recherches en sciences cognitives dressent un constat nettement plus introspectif, le premier architecte de notre propre manipulation se trouve directement sous notre crâne. Nos multiples biais cognitifs agissent comme des filtres déformants permanents sur la réalité. La démonstration la plus spectaculaire de cet autoconditionnement nous vient d'une expérience menée par le chercheur Paul Bloom. Son équipe a étudié le comportement de nourrissons âgés de seulement 7 à 8 mois. À cet âge, le développement précède largement l'acquisition du langage complexe ou l'influence des normes culturelles de la société. Le dispositif consistait à leur présenter un petit spectacle de marionnettes. L'une des peluches aidait activement les autres, tandis qu'une seconde peluche adoptait un comportement agressif, bloquant les actions du groupe. Lorsqu'on laissait les bébés interagir avec les jouets ensuite, ils se dirigeaient spontanément vers la marionnette coopérative. Cette première étape rassure sur l'existence d'une forme de morale prosociale innée. Mais les chercheurs ont ensuite introduit une variable d'une simplicité désarmante. Ils ont habillé l'une des marionnettes avec un t-shirt strictement identique à celui que portait l'enfant ce jour-là. Et là, tout bascule. Mais attends, donc même à 8 mois, bien avant de savoir prononcer une phrase ou de marcher, l'être humain fait déjà de la politique tribale juste pour une histoire de vêtements assortis. Les résultats l'attestent. L'introduction de cette similarité vestimentaire balaye d'un revers de main la boussole morale observée précédemment. Le bébé modifie systématiquement sa préférence pour choisir la marionnette qui lui ressemble visuellement. Même si cette peluche spécifique s'est comportée de manière antisociale ou méchante durant le spectacle. Écrase la rationalité et le jugement éthique naturel. Notre cerveau est biologiquement câblé pour favoriser ce qui résonne avec sa propre identité. Nous tordons notre perception des actes d'autrui simplement pour nous aligner avec un reflet familier. C'est fou. Si cette mécanique est si profondément ancrée dans notre biologie, au point d'orienter nos choix dès les premiers mois de la vie, une interrogation majeure s'impose sur l'usage que l'on en fait. Doit-on considérer toute forme de manipulation comme intrinsèquement destructrice, une sorte de virus relationnel dont il faudrait purger absolument nos interactions ? Les travaux de chercheurs renommés, comme Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, invitent à adopter une lecture beaucoup plus nuancée de ces phénomènes. Ils introduisent l'idée audacieuse d'une manipulation positive. Comment ça pourrait être positif, hein ? Leurs expérimentations démontrent que les leviers de l'engagement, l'effet de cadrage ou la suggestion du sentiment de liberté ne possèdent aucune polarité morale par nature. Ce sont des vecteurs de communication neutres en eux-mêmes. L'intention de celui qui les manie définit leur valeur finale. D'accord, l'outil dépend de la main qui le tient. Voilà. L'ingénierie psychosociale permet tout à fait d'amener un groupe à adopter des comportements hautement bénéfiques sans jamais imposer la moindre contrainte physique ou financière. Les interventions en milieu industriel en offrent des preuves tangibles très intéressantes. Comme l'histoire des casques de chantier, c'est ça ? Tout à fait. Sur certains chantiers à haut risque, des ouvriers expérimentés refusaient de porter leurs équipements de protection, jugeant les casques ou les lunettes inconfortables. Les campagnes de sensibilisation classiques, misant sur l'affichage de statistiques dramatiques ou la peur des sanctions, produisaient des résultats médiocres. Les gens se braquent face à la peur. Absolument. Les spécialistes en psychologie du travail ont alors inversé la dynamique par la technique de l'engagement. Au lieu de réprimander ou de menacer ces travailleurs récalcitrants, la direction les a désignés pour former et conseiller personnellement les nouveaux apprentis sur l'importance vitale du respect des normes de sécurité. C'est très intelligent. En devenant publiquement les garants du protocole de sécurité auprès des plus jeunes recrues, ces ouvriers chevronnés se sont retrouvés piégés par leur propre discours. Pour ne pas paraître incohérents ou hypocrites face aux apprentis qu'ils venaient de former, ils ont spontanément modifié leurs habitudes, intégrant le port régulier de l'équipement dans leur routine quotidienne. Ils ont été manipulés vers la préservation de leur propre intégrité physique. Et cette approche trouve un écho particulièrement puissant et délicat dans la sphère de l'éducation familiale. La manière dont on formule une simple remarque à un enfant peut agir comme un levier psychologique aux conséquences durables. Le domaine de l'éducation illustre à merveille le poids des mots comme outil de cadrage de l'identité. L'un des enseignements majeurs des sciences du comportement concerne ce qu'on appelle l'étiquetage identitaire. Oui, le pouvoir des étiquettes. Lorsqu'un enfant transgresse une règle, lui asséner une phrase du type « tu es profondément méchant » ou « tu es un éternel paresseux » revient à lui coller une étiquette figée sur son identité. Le risque majeur, c'est que l'enfant, par souci d'alignement psychologique avec la vision que la figure d'autorité projette sur lui, intègre intimement cette définition et ajuste ses comportements futurs pour y correspondre fidèlement. Et pour lui, à travers nos réprimandes. Exactement.
alors que l'application d'une influence verbale bienveillante exige de séparer rigoureusement l'acte isolé de l'individu lui-même. Face au même débordement ou à la même bêtise, l'adulte pourrait formuler la chose ainsi: je suis très étonné de ton attitude aujourd'hui. Je sais pertinemment que tu n'es pas quelqu'un de méchant, tu as toujours montré beaucoup d'empathie envers les autres. Alors, comment expliques-tu ce geste précis? La mécanique sous-jacente reste celle d'une influence orientée. On impose verbalement une étiquette positive à l'enfant pour le contraindre psychologiquement à s'y conformer à l'avenir. Cependant, la finalité vise à ouvrir un espace de dialogue et à encourager la responsabilité, plutôt que d'enfermer la personne dans une fatalité. C'est l'essence même d'une utilisation de l'influence pensée pour construire l'autonomie et stimuler la maturité de l'individu au lieu d'éroder sa confiance. Tout à fait. Alors, que peut-on retenir de cette vaste plongée au cœur de nos mécanismes décisionnels? Je suis persuadée que l'analyse détaillée de ces recherches dissipe un malentendu tenace. L'influence ne s'apparente en aucun cas à une anomalie du système ou à une maladie honteuse de la communication humaine qu'il faudrait tenter d'éradiquer à tout prix. Des individus interagissent et partagent des informations, ils cherchent mutuellement, et souvent de manière très inconsciente, à orienter la perception de l'autre. Du parent encourageant son enfant au cadre défendant ardemment son projet, en passant par notre propre cerveau filtrant ses souvenirs, la manipulation sous toutes ses formes est omniprésente. Le véritable enjeu moral se situe exclusivement dans l'intention initiale qui motive l'usage de ces techniques redoutables. C'est très juste. Et c'est pour cette raison précise qu'une éducation poussée aux dynamiques de l'influence s'avère indispensable aujourd'hui. Ce que nous avons parcouru offre des grilles de lecture fondamentales. Explorer plus avant les découvertes foisonnantes de la psychologie sociale permet de forger un véritable bouclier intellectuel. Comprendre dans le détail les ressorts de l'effet de cadrage ou la subtilité de la théorie de l'engagement, c'est développer une acuité mentale. Et cette acuité permet d'une part de détecter avec précision quand l'environnement tente de guider des choix vers des intérêts extérieurs, mais c'est aussi acquérir la capacité d'interagir, de convaincre et d'accompagner autrui de manière beaucoup plus éclairée et respectueuse de sa propre liberté de penser. S'armer de ces connaissances modifie irrémédiablement notre regard. On ne perçoit plus de la même manière les conversations banales du quotidien, l'architecture des espaces que l'on traverse, les stratégies de communication des grandes marques. Ni même les décisions que l'on pensait jusqu'ici intimement personnelles et mûrement réfléchies, on y gagne indéniablement une forme de lucidité essentielle. Cette lucidité amène d'ailleurs une ultime réflexion, de nature un peu plus philosophique pour clore notre échange d'aujourd'hui. Nous venons d'analyser en détail que notre rationalité est structurellement faillible, largement façonnée par des biais biologiques extrêmement profonds et toujours très poreuses aux signaux de l'environnement. Si la moindre interaction sociale, le moindre choix de vocabulaire ou la simple disposition physique d'un espace modifie silencieusement l'architecture de nos décisions, la quête d'une pensée chimiquement pure semble vaine. Dès lors, il faut peut-être se poser cette question à laquelle notre public pourra réfléchir. L'obsession si moderne pour une indépendance mentale totale, inaltérable et absolue, ne serait-elle pas, finalement, la plus belle et la plus réconfortante des illusions que notre cerveau ait jamais construit de toutes pièces pour conjurer sa propre vulnérabilité? C'est une question puissante et ça laisse énormément de matière à réflexion bien après la fin de notre discussion. Sur cette perspective vertigineuse, notre exploration s'achève. À très bientôt pour continuer ensemble à décrypter les rouages fascinants de notre monde et de notre esprit.